Zakweli. Kalatoumi Abdelhadi, bonjour. Bonjour Kamar. Ce matin, votre invité n'est autre que le préfet de Mayotte. Exactement, François-Xavier Bieville. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour. D'abord, l'actualité, monsieur le préfet. Les routes mahoraises tuent en 2 jours 3 personnes et ont perdu la vie, dont ces enfants qui se rendaient à l'école hier. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances ? Alors d'abord, avant d'évoquer les circonstances, je voudrais avoir une pensée évidemment à la fois chaleureuse, très proche des victimes et de la famille des victimes. C'est un accident qui est absolument dramatique, qui touche des jeunes vies au bord de la route, alors que ce sont des enfants qui vont à l'école pour étudier. C'est terrible d'avoir sur ce bord de route une vie qui s'arrête ainsi, et vraiment, ça nous a tous marqués extrêmement fortement. C'est un endroit qui est connu comme étant accidentogène, la route est mauvaise, elle est dans une courbe, et par conséquent, il y a sans doute des mesures d'études sur de la prévention avec une signalisation un peu plus précise et un peu plus offensive pour faire comprendre que précisément à cet endroit-là, la route est dangereuse et qu'il faut réduire sa vitesse. Encore une fois, je le dis, la principale cause de mortalité, la principale cause d'accidentologie en France et ici à Mayotte, c'est la vitesse. C'est pas l'état de la chaussée, c'est pas l'état des véhicules, c'est pas le comportement des conducteurs, c'est absolument la vitesse qui est la cause principale. Donc il faut absolument faire en sorte que cette vitesse puisse être réduite. Toujours est-il que les routes mahoraises manquent de signalisation, ne sont pas aux normes mais sont mal entretenues. Il faudrait 20 millions d'euros annuels pour un bon entretien, alors qu'actuellement, État et toutes collectivités confondues, c'est 4 millions d'euros consacrés aux routes. Pourquoi aussi peu ? Parce que l'entretien des routes est un sujet qui prend du temps, c'est un sujet qui nécessite de l'expertise, que la situation financière de la France, vous la connaissez, est une situation tendue sur le plan budgétaire et que la répartition des crédits se fait à part égale sur les différents sujets des grandes politiques publiques. Et la route en fait partie, mais il y a d'autres grandes politiques publiques qui nécessitent autant d'attention. Je pense notamment à l'eau. Peut-être nous en reparlerons. Et par conséquent, il faut dans cette... Peut-être qu'il faudrait revoir là, du coup, l'enveloppe budgétaire pour l'entretien de nos routes. Il faut sans doute effectivement y réfléchir, mais les arbitrages sont ce qu'ils sont. Et par conséquent, on doit mettre des priorités là où les Mahorais en ont le plus besoin. Et peut-être faut-il se reposer la question de l'arbitrage sur l'allocation de budget sur la route, en effet. Aujourd'hui, dans la matinée, va se tenir une conférence de presse devant l'agence Aerostral à Mamoudzou sur la cherté des billets d'avion, qui est donc dans le collimateur des collectifs. Et depuis quelques jours, les Martiniquais manifestent également contre la cherté de la vie. Est-ce que déjà vous craignez que ces manifestations, du coup, se répandent un peu partout dans les Outre-mer et notamment ici à Mayotte ? Écoutez, il appartient au collectif de faire son travail d'interpellation et de sensibilisation sur cette difficulté. Tout le monde constate que à certaines périodes de l'année, les prix des billets d'avion sont extrêmement élevés parce que la demande est forte et parce que l'offre est forcément restreinte vu la taille des avions. Donc oui, effectivement, il y a un vrai sujet de prix de billets d'avion de façon générale. Il appartient à la compagnie de réfléchir à l'adaptation de ces prix en fonction des besoins. Moi, je comprends les Mahorais et les Mahoraises, et moi-même, je suis concerné directement lorsque je prends un billet d'avion à titre personnel par les prix. Par conséquent, je comprends cette exaspération, je comprends que ça puisse pour les uns et pour les autres poser des vraies difficultés dans un système insulaire où si on a envie de voyager, on est obligé de prendre l'avion. C'est une contrainte. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des manifestations contre la vie chère aussi ici à Mayotte ? On l'a vu en 2011, on voit aujourd'hui même un homme est devant la SMAE, il conteste contre la cherté des factures d'eau et il n'est pas le seul. Les gens contestent également sur les factures EDM. Est-ce que vous craignez qu'il y ait ces manifestations ici ? Je le crains et je le redoute, parce que si Mayotte devait connaître à nouveau des événements tels que nous les avons connus à la fin de l'année 2023 et début 2024, Mayotte va souffrir profondément sur le plan économique. Nous sortons tout juste de cette crise des barrages. L'économie, certes en croissance, connaît quand même encore des soubresauts qui sont compliqués. Donc, moi, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Et en même temps, je ne peux pas condamner le fait que un certain nombre de mes compatriotes se plaignent du prix d'un certain nombre de denrées.
les billets d'avion, on venait de le dire, l'eau évidemment, et c'est donc à la fois l'équilibre qu'il faut trouver entre le maintien d'une vie économique et un développement économique qui, après une période d'insécurité, retrouve à Mayotte une forme d'accalmie, et puis en même temps une attention très forte sur la vie économique et sur les prix, et évidemment l'État est directement concerné par cette question. Aux Antilles, ils se plaignent des kilos de tomates à 7 euros. Ici, c'est plus du double parfois. La répression de fraude fait quoi? Est-ce qu'il y a des contrôles justement pour qu'il n'y ait pas trop de marge non plus sur certains produits? Évidemment, la question du contrôle sur les marchés, mais surtout le contrôle sur les bords de route. Vous avez des produits qui sont impropres à la consommation, et je l'ai déjà dit, je le redis, des produits qui sont impropres à la consommation parce que cultivés avec des produits phytosanitaires qui ne sont pas autorisés en Europe et en France. Raphaël Kahn. Mais justement, si on lutte contre cette économie informelle, est-ce que ça ne risque pas d'aggraver la situation de personnes qui sont déjà en situation de grande précarité? Écoutez, moi, ma mission, c'est de protéger les Mahorais. Ça restera ma mission première, et cette mission, je n'y dérogerai pas sous aucun prétexte. La question de la protection de la santé publique, sur la lutte contre un certain nombre de produits vendus sur le bord des routes, est plus importante que le reste. Tout le monde a en tête la crise du chlordécone avec la culture de la banane dans les Antilles, qui a produit des effets, notamment sur des risques de cancer très importants, bien des années après avoir utilisé... Vous craignez la même chose ici à Mayotte dans quelques années? Il faut absolument prévenir ça. Ma fonction, c'est de dire, attention, la consommation d'un certain nombre de produits avec des phytosanitaires peut comporter ces risques. Pourquoi donc il n'y a pas plus de saisies alors, du coup, au bord des routes de contrôle et des saisies en permanence? Nous en faisons énormément. J'ai relancé l'activité du CODAF. Nous aurons une coordination du CODAF qui va être renouvelée à partir du 1er novembre pour avoir une meilleure programmation des actions, pour avoir une meilleure organisation, une meilleure anticipation, pour associer l'ensemble des services de l'État sur cette lutte. Encore hier, sur le port d'Emsa-Péré, on a fait une saisie de 1,5 tonne de poissons avariés, impropres à la consommation. Donc vous voyez bien que les services de l'État travaillent à protéger le consommateur avec des produits qui ne sont pas destinés à une consommation saine. Parlons immigration, la France effectue un travail diplomatique pour que les pays des Grands Lacs acceptent leurs ressortissants. Mais est-ce qu'il y a un travail en Tanzanie, aux Comores et à Madagascar pour empêcher le départ des bateaux vers Mayotte? Absolument. Nous avons un certain nombre de relations avec nos services qui permettent d'anticiper ces départs, de les prévenir. Et puis ensuite, dans le cadre d'actions dont malheureusement je ne peux pas donner le détail, nous avons une prévention pour faire en sorte que ces bateaux qui partent notamment de Dar el Salam et de Madagascar ne puissent pas arriver dans les eaux territoriales comoriennes et donc ne pas procéder au débarquement dans les Kwassa. Et de façon générale, malgré quelques arrivées, nous arrivons à prévenir ce genre d'arrivée, effectivement. Le rideau de fer maritime, ça en est où? Le rideau de fer maritime, il avance bien. Nous avons l'installation du ponton à M'Samboro qui permettra d'avoir des intercepteurs directement sur zone. Juste pour mémoire, aujourd'hui, les intercepteurs partent de Petite Terre, ils mettent 45 minutes pour arriver sur la zone. Demain, ils seront stationnés à M'Samboro, ils mettront entre 5 et 10 minutes, donc c'est une meilleure anticipation, une meilleure réaction. Deuxième élément, nous allons installer sur le lagon 2 barges que nous avons négociées avec le conseil départemental, avec des nouveaux radars. Ça va être fait très prochainement, ça permettra d'avoir une meilleure détection, une meilleure anticipation et par conséquent une meilleure réaction des services de gendarmerie et de police sur le lagon pour aller intercepter plus rapidement et plus efficacement. Il y a un mois, pour la première fois, Mayotte était intégrée dans la mission Pégase, une démonstration de la puissance militaire aérienne de la France. Est-ce qu'il y a des raisons géopolitiques à cela, à cause de la Russie, notamment les Comores et l'Azerbaïdjan? Écoutez, il appartient au président de la République de décider, de commenter et d'orienter la politique internationale de la France, et certainement pas au préfet de Mayotte. Donc je ne ferai aucun commentaire sur cette question. Et du coup, je reste dans ce chapitre quand même. Le DLEM de Mayotte change de nom. Il devient donc le 5e régiment étranger. Samedi, donc après-demain, il y aura une cérémonie de remise de drapeau du 5e régiment de Adzaoudi. Un régiment, c'est plus d'hommes, une montée en puissance. Là aussi, c'est parce que le contexte l'exige? En tout cas, ça doit être une grande fierté pour Mayotte d'avoir un régiment et non plus seulement un détachement. Ça signifie que Mayotte est important pour la France. Mayotte, c'est la France.
Et le fait d'avoir une présence militaire plus grande à Mayotte à travers un régiment, c'est un élément de fierté, c'est un élément qui constitue un symbole, et c'est un élément qui renforce effectivement le positionnement de Mayotte dans la France. Premier élément de réponse. Deuxième élément, oui, effectivement, le positionnement de Mayotte est un positionnement stratégique dans le canal du Mozambique, un positionnement stratégique dans cette partie de l'océan Indien, et par conséquent, nous devons nous féliciter de cet rehaussement du détachement en régiment, avec en plus une figure historique, puisque c'est un régiment connu à Saïgon et qui a joué un rôle très important dans l'histoire militaire de la France. Il y avait également aussi, en montée en puissance, l'ouverture de nouvelles brigades de gendarmerie. Bon, l'une d'entre elles a ouvert, on va dire, discrètement durant la période de réserve électorale à Combani. Une autre était également prévue. Où en est ce projet ? Le dossier avance. C'est une question à la fois de construction, de foncier, d'équipement, mais bien évidemment, nous n'avons pas pu mettre en valeur l'ouverture de Combani, qui a été d'ailleurs une très belle ouverture. Je me félicite à la fois de l'action de la gendarmerie qui a été extrêmement rapide pour mettre en place ce dispositif, de la ville de Tsingoni qui a grandement participé à l'équipement de cette nouvelle brigade, qui est positionnée à un endroit extrêmement stratégique. Combani, Mirireni, Tsingoni, c'est une zone où on avait besoin de renforcer la présence des forces. C'est aussi une ville importante parce qu'on a le RSMA qui est positionné à Combani, donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu effectivement le dire un peu plus. Et sur cette prochaine brigade, eh bien, écoutez, nous ferons en sorte d'en parler beaucoup plus. Elle est toujours prévue sur la commune de Bandrabois ? Absolument, oui, tout à fait. On aborde la question de l'eau. Il pleut en ce moment, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais nous sommes toujours dans la restriction. Les travaux de l'usine de dessalement d'Ironibé à l'arrêt, j'ai envie de dire, puisqu'on ne voit pas encore, en tout cas, le chantier sortir de l'eau. Les défenseurs de l'environnement mettent en garde sur les pollutions que cette usine pourrait engendrer. Alors d'abord, ça n'est pas un projet à l'arrêt, pas du tout, bien au contraire. Les 2 lots qui sont destinés à la construction et à l'installation de cette usine de dessalement ont été attribués. Je rappelle d'ailleurs que le préfet n'est pas membre de la commission d'appel d'offres, ce qui me laisse une autonomie à la fois d'interprétation, de jugement et d'appréciation du sujet. Le lot de l'usine, le lot du génie civil qui consiste à avoir effectivement une canalisation de rejet. Deuxième élément de réponse par rapport à ce que vous venez de dire, ça n'est pas de la pollution. Il faut arrêter de dire que c'est de la pollution. C'est de l'eau sursalée. Ça n'est pas la même chose. On va rejeter dans le lagon, si les autorisations me sont données, de l'eau sursalée dans le lagon. Mais ça risque de déstabiliser forcément... Écoutez, moi j'ai une position très très claire sur le sujet, je l'ai déjà dit et je le redis, elle est très simple. Nous avons une inspectrice générale du développement durable qui va donner son avis sur les différents aspects, éviter, compenser, réduire, et sur les éléments de protection de l'environnement. Si son avis est positif, je suivrai son avis, et si son avis est négatif, je demanderai à ce que le travail d'expertise de ce dossier soit relancé. Je n'irai jamais à l'encontre de l'environnement, je suis, je pense, parmi ceux qui en sont un des grands défenseurs, je milite notamment pour l'inscription du récif de Mayotte au patrimoine de l'UNESCO. Donc jamais je ne donnerai une autorisation d'exploitation si l'avis était négatif. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi peut-être équiper les ménages d'un système de récupération des eaux pluviales ? Les aider en tout cas à s'équiper. Je pense que c'est une très bonne question. Je crois savoir que dans le passé, il y avait un certain nombre de cuves qui permettaient de récupérer l'eau fluviale, de l'utiliser non pas pour la consommation courante, mais pour notamment les autres utilisations au sein du foyer. C'est une vraie question. Je pense qu'il faut que nous y réfléchissions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous acheminons vers une production supplémentaire, des forages, une meilleure sécurisation du réseau, l'usine d'Ironibé. Moi, mon rêve, je l'ai déjà dit, c'est qu'à partir de 2026, début 2026, il n'y ait plus de tours d'eau. J'espère que d'ici la fin de l'année, si la saison des pluies s'annonce bonne, et il semblerait que ça commence à en prendre le chemin, nous puissions réduire le nombre de tours d'eau dans la période de la fin d'année, ce qui permettrait de montrer que la question de l'eau est en passe d'apporter des solutions. Mais évidemment, il faut continuer à avoir un comportement responsable.
par rapport à cette utilisation. Et en parlant environnement, mardi, à votre même place, le président du CIDEVA, Moussamoudine Abdallah, disait ne pas être satisfait du travail de Citeo quant à la collecte des emballages ménagers dans les bornes de tri. Vous en pensez quoi aujourd'hui ? Écoutez, c'est le jugement du président du CIDEVA. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de bornes qui débordent, qui ne sont pas, du coup, il n'y a pas de collecte en fait, et donc on se retrouve avec du plastique un peu partout dans les villages. Ce qui est certain, c'est qu'on vient de connaître une période de blocage du CIDEVAM totalement inacceptable. D'ailleurs, je trouve que ceux qui en ont été à l'origine, non pas les grévistes, mais ceux qui sont les inspirateurs, hein. Et je pense qu'en vous disant ça, ils se reconnaîtront dans cette inspiration, sont condamnables. Condamnables parce que laisser des ordures sur la voie publique, ça comporte des risques de santé publique importants, et notamment de dingue. Dès lors que vous avez de l'eau dans des ordures, vous avez des larves, et si vous avez des larves, vous avez des risques. Et par conséquent, je me félicite que, dans leur responsabilité, les salariés grévistes du CIDEVAM ont accepté de signer cet accord. Donc il faut absolument pouvoir ramasser dans de bonnes conditions. Vous posez la question du tri. Effectivement, il faut sans doute s'intéresser à cette question-là également. Ma dernière question, je reviens un peu sur les routes, mais on reste dans l'environnement. Nous avons ces épaves abandonnées un peu partout à Mayotte, le long des routes départementales comme les routes nationales. Et ça dure depuis des années. À quand un vrai réveil écologique et qu'on enlève toutes ces épaves ? Alors, je crois savoir qu'il y a une politique qui a été lancée par les communautés de communes pour commencer à enlever les épaves. Je vois d'ailleurs un certain nombre d'épaves qui ont été enlevées depuis ces derniers temps. Ça n'est pas suffisant, il faut continuer. Ça relève de la part de cette grande politique publique de protection de l'environnement des collectivités locales. Je crois aussi savoir qu'il n'y a qu'un seul opérateur qui est en capacité de relever. Peut-être faut-il réfléchir à un nombre plus grand de personnes qui pourraient s'engager dans cette activité-là et enlever effectivement plus d'épaves sur les bords de route qui constituent des verrous. C'est insupportable de voir systématiquement ces voitures sur le bord de la route qui ne sont jamais enlevées. Ça fait partie vraiment des sujets importants pour Mayotte, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour cet entretien. Merci vous restez avec nous pour un échange avec nos auditeurs. La matinale, parole aux auditeurs. Marhaba wanyardunga mahadisiani na bibi Kalatoumi Abdiladi na préfet Maoré Massou Alayanyu harmoy 02 69 60 01 01 awanyurvele Sala. D'abord, monsieur le préfet, un auditeur pour deux questions. L'auditeur nous pose cette question d'abord en revenant sur le changement de nom donc de l'ancien DLEM qui passe en régiment. Est-ce que ça voudrait dire, en tout cas pour l'auditeur, qu'on va pouvoir recruter des jeunes, quand on regarde le vivier de notre jeunesse aujourd'hui, on va pouvoir recruter sur place? Alors d'abord, effectivement, le passage de détachement à régiment, c'est une augmentation du volume. C'est, de mémoire, je crois, 2 compagnies en plus. 2 compagnies, c'est beaucoup d'hommes, c'est beaucoup de familles, et ça veut dire aussi de la consommation, de la demande, et c'est une bonne chose pour le territoire d'avoir des militaires en plus avec leurs familles et leurs enfants, c'est une très bonne nouvelle. Effectivement, moi je milite fortement pour que des jeunes Mahorais puissent embrasser la carrière militaire. Mayotte, c'est la France. Les jeunes Mahorais sont français. Ils ont donc vocation à rentrer et à épouser cette carrière. Il appartiendra évidemment à la Légion étrangère et à l'armée en général de mettre en place les voies et moyens pour faire en sorte que ce recrutement augmente. Mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le territoire et puis une très bonne nouvelle effectivement pour les jeunes Mahorais qui souhaiteraient embrasser cette carrière militaire. Et sa deuxième question, monsieur le préfet, pourquoi ne pas installer des radars dans les endroits dits accidentogènes, en espérant que peut-être ça va dissuader les automobilistes? Alors ça fait partie effectivement des moyens de prévention que la France peut mettre en place. Il faut y réfléchir. Ça pose évidemment des difficultés de génie civil parce qu'il faut acheminer l'information, il faut câbler le bord des routes. Pour l'instant, on a une installation de fibres qui va se faire au fur et à mesure. Nous ne pourrions envisager l'installation de radars qu'à partir d'une installation d'une infrastructure de fibres qui permet effectivement de transporter les informations vers des centres de traitement. Mais c'est sans doute une solution importante sur des zones où l'accidentologie est bien connue.
Dans cette attente, il faut avoir une signalétique, il faut avoir de la prévention. Et puis, il faut redire que la vitesse est encore une fois la cause principale de l'accidentologie. On prend d'abord un auditeur avant de revenir sur les SMS. Bonjour, Karibou, assalamu alaikum. Oui, bonjour, wa alaykoum salam. Mhm. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Je me présente pour qu'on ait un œil sur la Badirou. Je vous appelle, vous interpelle. Peut-être pas forcément une question, mais plutôt, vous dire qu'en arrivant à Mayotte en début de l'année, vous avez la lourde responsabilité de traiter le sujet de la problématique de l'immigration, notamment libérer le stade de Cavani, chose qui est faite. Merci, monsieur le préfet, et bonne continuation. Par contre, le plus souvent, c'est des problèmes d'anticipation à Mayotte qui font que ça dégénère par la suite. Aujourd'hui, c'est une personne qui squatte devant le syndicat des eaux. Une personne. Aujourd'hui, c'est une conférence de presse devant l'agence de voyage, Eurostral. Après, ça risque de dégénérer et attirer foule. Pensez-vous qu'il n'est pas temps d'anticiper et de régler le problème en amont, même si ce n'est pas de la responsabilité directe de l'État? Il faut qu'il y ait un auteur, une principale personne qui anticipe. Et je pense que le préfet est bien placé. En tout cas, bonne continuation pour la suite des travaux que vous menez, parce que votre présence de gendarmes sur le terrain, et ça fait partie des... Merci beaucoup, Badirou. Je pense que vous êtes en train d'utiliser votre kit-oreillette, donc forcément on a un tout petit peu du mal à vous entendre, mais je pense que vous avez entendu la globalité, en tout cas, de son intervention, monsieur le préfet. Non, mais je suis d'abord merci pour cette satisfaction pour Cavani. Moi, j'ai rempli un engagement qui était celui du ministre de l'Intérieur, qui était de libérer Cavani, à la fois le stade et la rue. Nous y sommes aujourd'hui. J'ai demandé aux forces de l'ordre à la fois de la police municipale, que je remercie infiniment, et je remercie le maire de Mamoudzou d'y prêter concours, et à la police nationale de patrouiller à Cavani pour éviter toute réinstallation. Nous devons ça aux habitants de Cavani. Aujourd'hui, ce quartier retrouve sa vie et j'en suis, moi, très heureux. J'ai même constaté récemment qu'un petit marché avait repris place au coin du stade, et je trouve ça absolument heureux pour tout le monde. Ça veut dire que l'attention qui doit être la mienne sur certains sujets doit continuer. Le prix des billets d'avion, l'État ne peut pas être totalement insensible. Je sais que mon collègue de La Réunion, il travaille beaucoup avec la compagnie Eurostral. La question du prix de l'eau est effectivement également un sujet de préoccupation. Le préfet ne peut pas s'en désintéresser. Et par conséquent, je me dois d'appeler l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'une forme de sagesse dans les prix et dans la pratique des prix. Nous avons un observatoire des prix, nous serons en capacité de dire un certain nombre de choses sur la structure du prix, et par conséquent, c'est ces choses-là qui doivent être mises en place pour bien suivre cette activité. Et même si ça ne relève pas directement de la responsabilité du préfet à titre principal, le préfet ne peut pas s'en désintéresser parce que ça fait partie de l'intérêt supérieur de Mayotte que d'avoir une paix sociale, une paix économique, une paix environnementale qui soit garantie. Donc tout à l'heure, l'auditeur Badirou parlait d'anticipation, monsieur le préfet, en parlant ce matin de ce blocage d'une seule personne, d'un citoyen qui se sent lésé aujourd'hui par rapport à sa facture et qui est devant les locaux de la SMAE. Donc Badirou pose cette question, est-ce que finalement on attend d'abord qu'il y ait foule ou qu'il y ait une manifestation devant tel locaux pour pouvoir amener une réponse? Alors, d'abord, le préfet anticipe quand il a les moyens d'anticiper, c'est-à-dire quand il a une information qui lui permet de réagir. J'ai appris moi-même en arrivant dans vos studios qu'il y avait une personne devant la SMAE dont je crois savoir qu'elle a un peu l'habitude de camper devant les lieux qui la dérangent. Bon, elle a le droit de manifester, même si le droit de manifestation n'est pas un droit individuel, mais moi j'invite cette personne à entamer un dialogue intelligent plutôt que d'employer des moyens qui soient pas les bons pour engager le dialogue. Pour autant, la question du prix de l'eau est une question qui est importante. L'État finance beaucoup un certain nombre de choses pour faire en sorte d'améliorer l'adduction en eau, la production, l'acheminement de l'eau vers mes concitoyens. Donc, par conséquent, je ne peux pas me désintéresser de cette question-là.
Pour autant, est-ce qu'il faut anticiper? Il y a un moment où il faudra peut-être rappeler à la raison cette personne, l'inviter au dialogue avec ses principaux interlocuteurs, dont la SMAE, et puis on verra ce qu'il en est. Et le préfet adaptera sa réponse en fonction de ce qui doit être fait. Une question peut-être diplomatique, monsieur le préfet, venue tout à l'heure par SMS, une personne qui demande où en est la coopération judiciaire. On sait que nos policiers en demandent tous les jours. Est-ce qu'il y a aujourd'hui possibilité d'extradition, par exemple? Alors, c'est une question qui ne relève pas de l'autorité administrative, mais de l'autorité judiciaire. C'est au procureur de la République d'apporter des réponses. Et donc, je le laisserai évidemment vous apporter toutes les réponses sur ce sujet-là, sans trahir non plus ce qui est fait. Il y a un certain nombre de contacts, effectivement, sur des coopérations judiciaires avec les pays de la zone, notamment nos voisins très proches, pour notamment envisager une incarcération ailleurs. Enfin, il y a tout un ensemble d'outils qui permettent de répondre à cette coopération. C'est au procureur de la République de répondre, mais je crois savoir que le travail est engagé. On passe au standard avec notre auditeur. Vous êtes avec nous. Bonjour, Caribou. Oui, allô, bonjour. 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 Oui, bonjour, monsieur le préfet. Bonjour à tout le monde, le préfet. Moi, ma question revient sur l'eau. Comment on peut expliquer le préfet Kabaye? On a du mal à vous entendre. Hein. Je pense que je ne sais pas si vous utilisez votre non, kit non, réel. Allons-y alors. Que l'eau le moins cher de France coûte 10 fois plus cher à Mayotte. Est-ce que c'est le code de mer ou bien les contrôleurs de prix ne font pas vraiment, parce que les contrôleurs de prix à Mayotte, c'est l'État, ne font pas leur boulot correctement. Cristalline, ça coûte 0, c'est pas combien, ou même pas 1 euro le pack de 6 en France ou à La Réunion, et à Mayotte, on l'achète à 5, 6 euros. Ça, c'est les cristallines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a compris, voilà. On a compris la question. On va laisser le préfet nous répondre. Donc, alors, l'eau coûte selon lui 10 fois plus cher que sur le territoire national, monsieur le préfet, ou chez nos voisins à La Réunion. Comment on peut expliquer cela? On explique cela par le fait que Mayotte est isolée, loin, et qu'il faut acheminer à la fois avec un coût de transport. Quand on fait venir de l'eau de métropole, ça veut dire que ça coûte cher. En plus, l'eau est une denrée qui, en soi, est très peu chère. Donc, ce qui va constituer la structure du prix, c'est pas l'achat de la bouteille d'eau elle-même, c'est son acheminement. C'est sans doute une partie de fiscalité, mais je crois qu'elle est faible. Et par conséquent, on a un prix de vente qui est effectivement assez important ici à Mayotte pour des questions d'éloignement et de coûts de structure. Est-ce qu'il n'y a pas de marge trop élevée sur certains produits? Parce que je crois, alors c'est à vérifier, mais il me semble que sur l'eau, le riz, il n'y a pas d'octroi de mer sur ces produits-là, par exemple. Je pense qu'il y a des marges qui sont sans doute assez élevées, mais il appartient aux distributeurs et aux GMS de faire en sorte de bien maîtriser ces marges. Moi, je milite pour deux choses. Premièrement, dans toute la mesure du possible, qu'on puisse faire venir de l'eau, notamment de La Réunion, parce qu'on a des usines d'embouteillage qui produisent de l'eau et ça permettra de réduire le coût d'achat et le coût de transport. Et puis, on a un projet de mise en bouteille d'eau ici à Mayotte qui est dans les tuyaux, sur lequel je dois me prononcer avec une autorisation administrative et on aura une production d'eau en bouteille à Mayotte. Oui, absolument. De l'eau de source, d'accord. Et par conséquent, c'est dans le nord de l'île, du côté de Longoni. Et par conséquent, si on pouvait avoir une production d'eau avec une mise en bouteille ici à Mayotte, on permettrait d'avoir un produit pays, en quelque sorte, qui serait beaucoup moins cher et je me félicite. Ce projet, il pourrait voir le jour d'ici quelle échéance ? Alors, je ne vais pas vous donner d'échéance particulière parce que c'est un projet qu'on a évoqué récemment avec un industriel. Je pense que le sujet est bien engagé. Il faut qu'on y réfléchisse. J'aimerais bien que ça se fasse assez rapidement parce que je trouve que c'est justement un très bon projet pour Mayotte. Nous allons retourner vers un auditeur avant d'aller retrouver Ali Chamsudine. Bonjour, Caribou. Allô? On vous écoute, monsieur. Ouais, je voudrais poser une question. Allons-y avec la question. Nous écoutons votre question, oui. Bonjour, monsieur. J'ai envie de poser une question avec tous les respects de monsieur le préfet. Alors, ma question, je voudrais savoir comment est-ce que ma question est de l'immigration.
On a du mal à vous entendre, monsieur. Sortez peut-être, je sais pas moi, de là où vous êtes, parce qu'on a du mal à entendre votre question. Là, je me déplace encore. Alors, ma question, monsieur le président, est comment peut expliquer qu'on m'envoie un courrier, après avoir fait une demande de séjour. On entend On pas. a écrit dans le courrier, on a écrit que je ne parle pas français. Et on ne m'a jamais fait un test à la préfecture. On ne m'a jamais demandé est-ce que je parle français ou pas français. Mais j'ai reçu un courrier rejetant ma demande de régularisation pour motif je ne parle pas français. Comment on peut expliquer ça? D'accord, merci beaucoup. Voilà ma question. Donc, je pense que peut-être vous avez entendu sa question. Oui, je crois comprendre que notre auditeur est donc d'origine étrangère, qu'il a fait une demande de titre de séjour et que cette demande de titre de séjour lui aurait été refusée parce qu'il ne parlait pas français. Alors, je ne connais pas votre dossier individuel, monsieur, et donc je vais essayer de ne pas focaliser sur votre situation. En revanche, sachez que le refus d'un titre de séjour ne repose pas uniquement sur le fait que vous ne parliez pas français. Il y a d'autres conditions, notamment le fait d'être rentré ou non de façon régulière sur le territoire, le fait de disposer d'un certain nombre de moyens de subsistance, le fait effectivement de parler français, le fait d'avoir une adresse ici à Mayotte. Il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent d'accepter ou non une demande de titre. Ne connaissant pas votre dossier, je ne suis pas capable de vous répondre, même si je constate que vous pratiquez effectivement la langue française. Il doit certainement y avoir d'autres raisons particulières. Alors, une toute dernière question par SMS, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur le préfet. Le problème de défaut de concurrence dans l'aérien est avant tout un problème d'infrastructure. Que répondez-vous ? Écoutez, je crois que le ministre des Transports, lors d'une dernière réunion avant la dissolution, a bien dit que la difficulté de pérennité de la piste actuelle était posée. Par conséquent, la question d'un projet de nouvelle piste, où qu'il se trouve, grande terre ou petite terre, est une question qui doit être posée. La réponse doit être apportée par l'autorité politique et je ne ferai que l'appliquer pour la mettre en œuvre. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci à vous, amis auditeurs. On s'excuse pour certains parce que beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Mais voilà, le temps nous est compté. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci de votre accueil. Merci dans de votre nos antennes. accueil. Nous allons partir retrouver Ali Chamsudine pour votre édito du jour. Mayotte la première, la radio qui s'écoute et qui se regarde.